Indiana aurait pu mener 2-1, aurait dû même mener 2-1, et au final, les Pacers n'ont toujours pas gagné le match. Ils sont menés 3-0 après une défaite à domicile, la première de ces playoffs-là. Thomas va encore rentrer dans le détail des match-ups, des choix tactiques qu'il y a pu avoir, des absents aussi, qui ont eu leur importance. Est-ce que tu partages cette sensation de se dire que, mine de rien, Indiana a eu 2 fois 2 matchs dans la main? Surtout le match là où avec le dribble sur le pied, avec le shoot au buzzer de Jaylen Brown. Mais après, j'ai envie de te dire, ça marche pour beaucoup de séries. Ça aurait pu. Parce que dans beaucoup de séries, ça se joue à un shoot, à une défense, à des détails. Voilà, on sait qu'en playoff, il y a des séries qui peuvent tourner sur une perte de balle, sur un oubli défensif. Et aujourd'hui, ils en sont là à cause d'eux. Clairement, les Pacers, c'est leur faute. C'est la faute du coach, c'est la faute aussi des joueurs qui n'ont pas su rester lucides. Peut-être un manque d'expérience sur ce match-là. Et voilà, ils se retrouvent aujourd'hui à 0-3. Et on sait que dans l'histoire, ça n'a pas encore été fait. Est-ce que ce seront les premiers? Je ne pense pas. Ouais, alors Boston n'est pas encore en finale, mais on va dire qu'ils ont un pied et 4 orteils en finale. Mais elle est intéressante quand même, cette série, parce qu'il y a eu au moins 2 matchs très disputés, Ouais. voire même dominés par Indiana, et surtout avec ce secteur intérieur où on trouve quand même du Siakam et du comment il s'appelle Turner. Et du Turner qui vraiment domine là-dessus. Et j'ai l'impression que dans les money time, que ça soit sur le match 1 et encore plus sur le match 3, on les oublie. Parce qu'en face, ils souffrent défensivement. C'est Jason Tatum, on le voit, qui est obligé de défendre sur Turner ou sur Siakam. Et là-dessus, ils souffrent sur les problèmes de taille. Tu sais comment ça se passe dans les money time. On donne la balle à qui dans le money time? Aux petits. Aux petits, parce que ça bourrine, il y a moins de fautes, il y a moins de coups de sifflet. Forcément, on va leur donner à l'intérieur, ça va venir, ça va un peu taper les bras, ils vont perdre les ballons. Et c'est un peu ce qui leur manque au bout d'un moment aux Pacers. C'est quelqu'un capable de finir les matchs. On en parlera plus tard à la série Dallas-Minnesota. Mais on l'a vu sur l'action d'Haliburton sur le match 2 où il a un shoot pour la gagne. Il n'arrive même pas à prendre un shoot correct, quoi. Il va s'enfermer dans le coin. Et aujourd'hui, ils n'ont pas ce joueur, ils n'ont pas cette superstar qui leur permet en tout cas de gagner des matchs. Alors on rappelle qu'Haliburton était blessé, que Andrew Nembhard fait un match exceptionnel avec 32 points. Alors tu as raison que sur les fins de match, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans ces playoffs-là et depuis toujours, c'est ballon petit. Mais quand tu as un avantage de taille réel, est-ce qu'à un moment donné, gérer aussi une bonne fin de match, c'est aussi avoir cette lucidité, cette lecture de pouvoir mettre les ballons à l'intérieur? Alors, évidemment, c'est toujours les petits qui remontent la balle. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'Indiana, sur 2 matchs, alors le premier pour moi, c'est vraiment des fautes graves de se dribbler sur le pied, de ne pas switcher sur un écran simple et de prendre un énorme 3 points dans la tête. Mais sur ce match 3, j'ai quand même l'impression que tactiquement, en fait, alors qu'ils ont fait ce qu'il fallait tout le match, ils sont à +8 à 1,40 de la fin, ils font que des mauvais choix. Ouais, mais ça monte en intensité dans les fins de match. Comme je te l'ai dit avant, ça joue plus dur. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu penses que ça serait efficace de donner la balle sur un post-up à Miles Turner ou à Siakam? Moi, j'en suis pas sûr, honnêtement. Ils n'ont pas un jeu de haut panier encore au top niveau comme un Jokic peut-être ou un Embiid. Donc au bout d'un moment, voilà, ça joue beaucoup à l'arrière et on sait que les matchs montent en intensité petit à petit aussi dans les playoffs. Parfois, on peut avoir 3 quarts temps où ça se tient. Et plus on se rapproche de la fin, plus ça défend fort, plus voilà, ça met des coups et les fautes sont moins sifflées. Et aujourd'hui, voilà, c'est sûr qu'il y a aussi ce manque d'expérience de la part des Pacers. Il faut rappeler que c'est une équipe très très jeune. Voilà, ils sont jamais arrivés jusque-là. Mais en tout cas, ils font un beau parcours. Mais ils vont être un peu courts. Et on découvre des mecs quand même qui se sublime. On pense évidemment à Andrew Nembhard qui est exceptionnel, le sophomore 2e année, le Canadien. Il est... Franchement, on savait que l'année dernière, on l'a vu, on se souvient aux Lakers, il avait mis un buzzer beater. On sait qu'il a des qualités de scoreur. Là, on voit quand même un mec aux côtés d'Haliburton saignant et on voit un mec sans Haliburton leader. C'est quand même incroyable. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus de petits deuxième arrière, tu sais, comme ça, poste un peu bâtard, 1-2, 2-1, voilà, qui sont capables de créer du jeu, scorer. C'est vrai qu'il a toutes ces qualités qu'on demande à la NBA d'aujourd'hui, c'est pouvoir créer son shoot, créer pour les autres. Après, ça reste un physique un peu léger, il va falloir qu'il s'étoffe un peu. Mais on l'a vu sur des séquences, il est capable de mettre des shoots de haut niveau. On l'a vu contre les Knicks, il me semble, c'est au match 3, où il les sauve quasiment, parce que Quand tu mets 2 briques, là, tout seul ouvert, et qu'après il met le tir à 45. Ils sont à 0-3 s'il ne met pas de shoot. Donc, mine de rien, comme quoi, quand on dit que ça se joue un peu, les séries, voilà, ça, c'en est l'exemple parfait. Et c'est sûr qu'il sait un peu tout faire. Il shoot bien à 2, il pénètre, il shoot à 3 aussi. Il est capable de créer du jeu. Après, voilà, sur la fin de match, par exemple, il joue un ballon. Et c'est là, quand je te dis que ça monte en intensité, Holiday, lui,
Là, il est concentré, il sait qu'il doit faire un stop, et ben, il lui vole la balle dans les mains. Donc, ça s'appelle expérience. On va revenir sur cette action parce qu'on parle beaucoup donc, de la domination de taille athlétique. Au rebond, ils souffrent un petit peu les Celtics là-dessus. Et donc, dans le chat, il y a beaucoup qui reparlent de la déclaration de Bilal Koulibaly qui disait que Pascal Siakam était facilement lisible en attaque. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? On rappelle que Pascal Siakam est champion avec les Raptors, que c'est un All-Star en puissance. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Alors, je comprends ce qu'il veut dire, c'est sûr, en plus venant de la part d'un rookie qui a encore pas fait ses preuves, entre guillemets, en NBA. Voilà, il a un énorme potentiel, on l'adore, Bilal, et on aime aussi ce genre de déclaration. Hein. Mais je vois ce qu'il veut dire. C'est vrai c'est pas le joueur le plus skillé de la NBA, Siakam, mais c'est quelqu'un d'efficace qui joue sur ses spots, voilà, qui a un jeu assez basique. Si on le regarde comme ça, il fait beaucoup de haut panier, il spin à gauche ou à droite. Il va pas te mettre des crosses, il fait pas des shoots incroyables, mais c'est quelqu'un de terriblement efficace. On l'a vu, il en a mis 40 quand même contre les Celtics, c'est pas rien. Mais oui, je peux comprendre ce genre de déclaration et moi, ça me fait toujours un peu rire et j'aime bien ça. Ben oui, il faut. On va parler on va revenir sur cette fin de match puisque, donc, on le rappelle, plus 8 à 1,40 ou 1,37 de la fin pour les Pacers qui finalement vont craquer et il y a Andrew Nembhard qui a ce ballon pour passer devant et là, il y a cette défense exceptionnel de Jrue Holiday parce que Andrew Nembhard il va à 200 à l'heure et en face derrière il y a Jrue Holiday quand même qui a cette lecture qui reste sur ses cannes, il perd même un peu l'équilibre, il se relève et il reste dans les jambes, et derrière pour lui prendre le ballon dans les mains, c'est le pire truc qui puisse arriver aux Pacers, c'est que tu as un ballon pour la gagne et que même pas tu shootes. C'est pas un des meilleurs défenseurs de la NBA depuis des années maintenant pour rien. Après, voilà, il faut aussi noter le choix tout d'abord des Pacers. Il l'a dit, hein, Carlisle, il a fait le choix de ne pas prendre temps mort pour éviter que la défense de Boston se mette en place. Moi, je peux le comprendre, ce genre de choix. Ça évite, ça peut donner l'avantage sur une transition et aussi les prendre un peu de court parce que sur attaque placée, on sait que voilà, quand Boston est bien en place, ils sont chiants. C'est chiant de trouver des failles, de trouver des bons tirs. Mais là, il prend la responsabilité. Voilà. Il s'est dit, OK, je vais le jouer, je vais l'attaquer. Et la défense d'Holiday, elle est parfaite avec le torse bien solide, bien bas. Et la petite main, là, en plus, là, il n'y a aucun doute. Il ne met pas les bras. Tu ne peux pas siffler faute. Et c'est une défense de très haut niveau. Mais après, on apprend aussi dans les moments comme ça. Je pense que Nembhard s'en souviendra. Et il va travailler dessus. Voilà, il va falloir qu'il s'étoffe un peu pour moi, autant athlétiquement que aussi au niveau du haut du corps un peu. Un des débats qu'il y a eu sur cette fin de match, c'est qu'il restait un temps mort. Ouais. Il restait un temps mort Indiana qu'ils n'ont pas pris. Et Rick Carlisle a laissé l'open court, comme on dit, le jeu rapide s'installer. Alors en général, quand ça marche, on crie au génie pour les coachs. Quand ça marche pas, on dit qu'ils n'ont pas fait leur taf en pas prenant le temps mort. Toi, tu te situes comment sur ça? Comme je viens de dire avant, je crois que tu lisais le chat, mais je disais que moi, je le comprends. Voilà, on l'avait vu avec Haliburton, il a pas été capable. Ils avaient pris un temps mort au match 2 et en fait, pour rien donner, pour se retrouver avec un pick, un switch et il se retrouve à 1 contre 1, il n'est pas assez fort pour se créer son shoot. Du coup, là, il s'est dit, bon, je vais laisser, je vais voir. Et c'est vrai qu'il perd la balle assez rapidement, mine de rien. Et donc, voilà, après, c'est des choix d'entraîneur. Moi, j'aime pas tomber parce que c'est trop facile de tomber dessus. Après, de dire, il a perdu la balle, c'est la faute du coach, il aurait dû prendre temps mort. Mais s'il le prend de vitesse, qu'il finit au lay-up et qu'il prend l'avantage, là, on dira, c'est trop bien joué, il a eu raison de ne pas prendre temps mort. Donc, moi, je respecte ces choix-là. Voilà, c'est bien. Il a fait un choix fort et moi, je suis d'accord avec lui. Parce que prendre temps mort, c'est mettre certes une attaque en place, mais on sait que les défenses aussi vont être plus en place que sur un repli après 47 minutes 50 de jeu. On sait que le repli, là, on le regardait tout à l'heure avant l'émission, sur le repli, Jason Tatum est à la bourre, il a de l'espace. Mais après, c'est juste un mec qui tient un contre un, qui fait une défense extraordinaire. Ah, ils ont pas de joueurs assez forts pour terminer les matchs, comme on l'a vu avec Doncic, de prendre la balle tête de raquette, de jouer sans contre un ou de trouver un joueur ouvert si ça vient trapper. Donc, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Ils ont pas, pour moi, les Pacers, ils n'ont pas de superstar, quoi. Je trouve que Haliburton, il a été généreusement récompensé en étant dans les All NBA Team. Honnêtement, je ne l'aurais pas du tout mis, moi. Donc, pour l'instant, c'est compliqué de gagner sans superstar et d'aller jusqu'en finale NBA, quoi. Je sais pas ce que tu en penses sur... Pour moi, c'est un projet qui est en construction. Ouais, franchement, les Pacers, c'est un très beau parcours. Hein. On parle comme s'ils étaient éliminés, mais bon, à 3-0, on connaît la règle. Pour moi, c'est une équipe... Le 3-0, pour l'instant, est sévère. Je rappelle, ils ont 2 matchs pour moi qu'ils ont dans les mains, qu'ils ont qu'à mettre dans la poche et dire... Pour moi, ils doivent mener 2-1. C'est 48 minutes à match. Ils se retrouvent menés 3-0, donc c'est à la fois sévère et en même temps ils apprennent à la dure. Ils apprennent à la dure. Maintenant, pour moi, c'est un projet
nouveau. Haliburton, il est là depuis quoi? 2 ans? Ouais. 2 ans et demi. Il est arrivé en cours de saison, il me semble. Andrew Nembhard, deuxième année. Siakam est arrivé en cours de saison. Miles Turner est encore un joueur jeune qui est en train, enfin, de trouver une vraie place, d'être dans un collectif dans lequel il se sent bien. Et c'est en train, moi, il m'a bluff complètement sur ces playoffs-là. Pour moi, le projet est encore très jeune. Donc, faire une finale de conf quand le projet est jeune, c'est une bonne chose. On se souvient d'Atlanta, notamment, qui était allé en finale de conf face à Toronto. Pas du tout. Tu parles Atlanta de Triangle, toi. Ouais. Face à Boston, il me semble. Ouais, il me semble aussi. Ouais. Non, oui, c'est ça. Ils avaient battu Philadelphie. Ils étaient en finale face à Boston. Par contre, l'année prochaine, il va falloir confirmer. Et c'est toujours ça le plus dur pour moi. Être une surprise, c'est cool. Je dis pas que c'est simple. Mais quand tu es une surprise, l'année qui suit après, c'est toujours le plus dur de confirmer. Donc il y a des choses, il y a des manques peut-être. Des manques de gestion, des manques peut-être de joueurs supérieurs. Mais on sait qu'aussi des joueurs, après un run de playoff, une saison comme ça, ils peuvent revenir beaucoup plus matures. Donc on va être curieux de voir ce que vont faire les Pacers l'année prochaine, comment ils vont digérer ce parcours-là. Mais moi, en tout cas, on se posait la question, après le match 1, de se dire, est-ce que la série a tourné à ce moment-là? Et Thomas me dit, c'est un peu trop tôt, ils sont invaincus à domicile, je veux voir ce qui va se passer à domicile. Tu vois, aujourd'hui, ils sont menés 3-0. Et clairement, la fin de match 1, Haliburton qui se dribble sur le pied tout seul, qui ne fait pas les efforts sur la remise en jeu, sur l'overplay de Jrue Holiday, la défense où on ne veut pas switcher sur la passe et faire faute parce que derrière, on prend un tir à 3 points de Jaylen Brown. Pour moi, ce match 1, ça a été déjà le premier tournant. Et le deuxième, il a été sur le match 3. Donc en fait, cette série, je sais presque envie de te dire qu'il la laisse filer. Ouais, il la laisse filer. C'est sûr qu'il ne mérite pas d'être à 0-3. Sur ça, on est d'accord. Après, au bout d'un moment, les matchs, c'est 48 minutes. Comme je te l'ai dit, c'est des détails. À eux maintenant d'apprendre de leurs erreurs et de revenir plus fort l'année prochaine, même si je les enterre là. Mais à 0-3, je les vois pas passer. C'est les Celtics en face. Je pense qu'aussi, on en parlera après des Celtics, mais on va y aller. Voilà, il y a une équipe en face qui se gère un peu parfois. Alors justement, les Celtics, ils mènent 3-0. On le dit comme si on leur reprochait, mais pas du tout. C'est la réalité. Ils ont un parcours pour l'instant plutôt tranquille. Ils ont été bousculés. Ils ont perdu 2 fois chez eux sur chaque série de playoffs. Là, ils ont été bousculés 2 fois. Ils mènent malgré tout 3-0. Ils sont dominés par la taille, par Miles Turner et Pascal Siakam, on le dit. Même Siakam, des fois, joue 3, il met Obi Toppin pour vraiment jouer grand. C'est une option que Rick Carlisle aime bien. Qu'est-ce qu'on pense de ces Celtics-là qui, hier, par exemple, jouent avec un 5 majeur très fort? On a seulement 4 points qui arrivent du banc. Et toujours pas de Porzingis. Alors là, c'est sûr que le banc, il est dramatique pour les Celtics. Sur cette série, même avant, c'était pas fantastique non plus. Mais ça peut poser un souci. Et moi, cette année, je vais avoir du mal à juger les Celtics, Erwan, parce que c'est pas de leur faute. Mais ils ont quand même joué des équipes qui étaient décimées du premier tour jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas eu d'adversité, j'ai l'impression. Et c'est une équipe qui s'adapte à ce qu'ils ont en face. Ils se mettent au niveau pour l'instant. Ils ne se disent pas on va les détruire et on va montrer que. J'ai l'impression qu'ils abordent les matchs en se disant ça va aller tranquillement, on va pousser à la fin s'il faut. Parce qu'ils sont toujours en danger, mais à l'arrivée, ils gagnent les matchs. Donc j'ai l'impression qu'ils sont en contrôle. Et c'est le genre d'équipe, s'ils vont en finale et qu'ils perdent, pour moi, le parcours, il ne vaudra rien du tout, quoi. Même si dans les livres, ils seront allés en finale NBA, ça sera un parcours qui, en tout cas à mes yeux, qui aura vraiment aucune valeur, quoi, parce qu'ils auront joué des équipes. Là, ils sont en train de jouer les Pacers sans Haliburton au match 3. S'ils s'en sortent 4-0, voilà, les Pacers, pour moi, ça reste une équipe très jeune et c'est pas une équipe. Ça vaut pas l'Ouest, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, moi, c'est ça que j'ai un peu le problème entre l'Est et l'Ouest, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui, il y a potentiellement 5-6 équipes plus fortes que Boston de l'autre côté. Donc ça après, c'est comme ça, la NBA. Est-ce qu'on n'est pas trop dur avec cette équipe de Boston parce qu'il y a une surdomination de saison régulière, il y a un parcours de play-off incroyable. Moi, je me souviens, les Bulls de Jordan, quand ils surdominaient les saisons, quand ils écrasaient tout le monde jusqu'en finale NBA, personne ne disait que c'était trop facile. Pour l'instant, est-ce qu'on n'est pas trop dur avec eux? Bien sûr, je suis dur avec eux. C'est pour ça que je te dis que il faudra voir ce qu'ils donnent en finale NBA. Pour moi, ça va être ça le vrai test au bout d'un moment. Tu me dis Jordan, mais Jordan, il gagnait à l'arrivée. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parlait pas après de ses parcours. Puisque si tu gagnes l'Est et que tu gagnes le meilleur de l'Ouest, c'est toi le champion, forcément. Donc là, aujourd'hui, s'ils vont en finale, ok, très bien. Maintenant, à voir ce qu'ils font. Après, ils perdent en 7 matchs. Tous les matchs sont archi serrés. Je dirais bravo aux Celtics.
à l'heure actuelle, je peux pas leur donner de crédit. Je me dis pas, ah, T'as Boston, besoin encore de voir. ouais, je peux T'as pas me dire besoin encore de Boston, voir. gros parcours, bravo à eux, tout ça. J'ai encore des doutes sur eux, quoi. On va accueillir Ziggy qui a peut-être lui aussi des doutes encore sur les Celtics ou alors qui est déjà complètement convaincu. Bonsoir Ziggy, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va Oui. bien vous? Ben oui, alors nous on est deux. Bah oui, ça va très bien. Écoute, alors on était en train de parler de Boston en se demandant si on n'était pas trop sévère avec cette équipe-là, qui on le rappelle, hein, a fini première équipe NBA de saison régulière, loin devant, qui pour l'instant connaît un parcours plutôt facile avec, on le rappelle, premier tour 4-1, deuxième tour 4-1, là ils mènent 3-0 en finale de conf. Est-ce qu'on est trop sévère avec ces Celtics? Est-ce qu'on en attend trop d'eux? C'est pas qu'on est trop sévère avec eux, c'est peut-être que même s'ils dominent et surdominent avec que 2 défaites sur les 3 premiers tours, en fait, on a l'impression qu'ils n'ont pas été vraiment poussés. Alors vraiment, ils sont forts, il n'y a rien à dire, ils sont au-dessus du lot. Mais j'aurais aimé, enfin, après c'est la loi du basket, les voir peut-être contre une vraie équipe plus costaud, et type Milwaukee, mais c'est un peu la débandade, ou Philadelphie. Ouais, mais alors du coup, on leur reproche que les autres ne soient pas au complet. Et c'est ça un petit peu. Donc quand je dis quelque part qu'on est un peu dur avec eux, on l'est certainement après. Moi, c'est pour ça que je leur reprocherais, Erwan. C'est que moi, pour l'instant, je peux pas te dire Boston, ouais, trop fort, ils vont en finale. Moi, Je suis d'accord. là, à l'heure actuelle, je pourrais les juger, c'est un grand mot, mais constater leur bilan à la fin des finales. Voilà, est-ce qu'ils ont gagné ou pas, la prestation qu'ils auront donnée en finale. Voilà, parce que moi, tu peux perdre et voilà, comme je te dis, tu perds La au manière. match. Ouais, il y a la manière. Au match 6 ou 7, tous les matchs ont été serrés, ils ont été solides. Bon, ben, je me dirais, ok, ils n'ont pas passé le cap, mais quand même, ils ont été solides, ils ont montré des choses. Là, à l'heure actuelle, je peux pas me dire, ah, waouh, quel parcours les Celtics, quoi. Mais on a l'impression, donc en je suis fait, pour d'accord avec Thomas. résumer, pardon, vas-y Ziggy. Je suis d'accord avec Thomas parce qu'en fait, on peut pas trop juger. C'est compliqué de juger parce qu'en fait, ils sont où ils devaient être à ce niveau, enfin, où ils doivent être à la période actuelle. Et en fait, c'est en finale, on va les juger puisque même si à l'Est, ben, c'est pas de leur faute que les équipes ont des blessés enfin, ou des absents, ben, ils font le taf. Mais c'est compliqué parce que vu l'adversité un peu moins forte que l'Ouest, c'est pas facile de les juger. Donc pour moi, ils sont au niveau où ils doivent être et donc on peut pas dire grand-chose. De toute façon, honnêtement, on en parle régulièrement hein, des Celtics. J'ai l'impression qu'en fait, c'est le titre ou rien pour ces gars-là. Parce que Jason Tatum est amené à devenir une superstar. Jalen Brown aussi. Les deux jouent ensemble. Ils ont connu plusieurs finales de conférence déjà. Ils ont connu une finale NBA où ils avaient craqué sur les 3 derniers matchs, on se souvient, face aux Warriors. On s'était dit, OK, c'est l'apprentissage du métier. Aujourd'hui, en fait, ce qui est pour les Celtics, cette espèce de question très manichéenne, c'est où tu gagnes et c'est bravo, super, et tu rentres dans la légende des Celtics. Ou en fait, si tu perds, eh ben, en fait, tu n'as pas les épaules et avec ce format-là, vous ne pouvez pas gagner. Vous n'êtes pas ces grands gagnants qui appartiennent à l'histoire des Celtics. C'est très dur, mais en même temps, c'est le lot aussi des grandes équipes et des grands joueurs qui se réclament d'être potentiellement aussi des joueurs de légende. Ah, ils joueraient aux Grizzlies, ils n'auraient pas autant la pression, c'est sûr. Mais là, c'est les Boston Celtics. D'ailleurs, je pense que vous allez en parler jeudi dans Undrafted. Mais voilà, c'est une des plus grandes franchises NBA. Et c'est une équipe qui va toujours loin depuis des années. Ils ont fait quoi? 4 finales de conférence? Ouais. Une finale, 5. 5. Une finale Depuis NBA. 2017. Ah, au bout d'un moment, ok, on a compris que vous pouvez aller là. Est-ce que vous êtes capable de passer la marche suivante, quoi? Donc oui, on les attend champions parce que Tatum, parce que Jalen Brown, parce qu'ils ont ramené Derrick White, ça se passe bien, parce que Drew Holiday, voilà, ils ont tout mis en place. Alors on sait qu'il manque Porzingis, mais ils ont tout mis en place pour aller chercher ce titre. Maintenant, il faut y aller. Ziggy, l'objectif des Celtics, il est clair, hein, c'est être champion. Ils en sont plus au stade de découvrir les finales, eux. Ils ont ramené un champion en titre cette saison, un champion cette saison, qui est Drew Holiday. Il leur manque Porzingis. Pour toi, est-ce que le retour de Porzingis est capital pour être champion? Sinon, pour toi, ils n'auront aucune chance? Ça dépend contre qui il risque de tomber en finale. Maintenant, ça risque d'être Dallas, puisqu'il y a 3-0. Et que Dallas a un secteur intérieur, même si Luka régale Lively et Gafford, qui est moins imposant, entre guillemets, que les tours jumelles de Minnesota. Maintenant, Porzingis permet d'écarter les défenses et à Tatum et Brown d'attaquer la raquette et surtout de faire mal à l'intérieur. Donc, pour moi, Porzingis, ils ont quand même besoin, parce que c'est une arme supplémentaire à leur arc, qui les rendrait presque imbattables, voire même... difficile à battre, ça c'est sûr. Moi je pense que Porzingis, ils ont besoin, c'est important, même si c'est pas rédhibitoire, parce que je pense que ce soit Porzingis contre Dallas, vu le secteur intérieur qui n'est pas très grand chez Dallas, même si c'est très fort dans les airs. Porzingis c'est trop important quand même dans leur système
en finale. Je pense pas contre une équipe de l'Ouest, ils auront besoin de Porzingis, ça c'est sûr. En tout cas, en l'absence de Porzingis, je veux qu'on fasse une petite parenthèse sur un Kemé quand même. Il y a Al Horford, l'Oriens, qui fait une campagne de playoff extraordinaire. Et là, sur ce match 3, il a sorti 23 points à 7 sur 12 à 3 points. Il y a un mec dans la série de la conférence adverse qui joue le même poste que lui et qui se définit comme le plus grand shooter intérieur de tous les temps, qui envoie briquette sur briquette, et pas le joueur. Hein. Et là, tu as Al Horford qui dit jamais un mot plus haut que l'autre, qui met 7 sur 12 à 3 points, Thomas. Ouais. Il est exceptionnel. Il fait kiffer, il dégage une telle énergie. En plus, tu sens que c'est un bon gars, il kiffe jouer, il est là, et c'est un ancien de fou et il apporte toute son énergie, il joue à 2000%, il se jette, il va se battre au rebond et il envoie des grosses filoches, il prend ses responsabilités, il en a rien à foutre, il est ouvert, il balance, alors qu'il a des gros joueurs à côté de lui, mais il prend toujours ses responsabilités, il l'a toujours fait, en tout cas depuis qu'il est à Boston. Et voilà, il fait kiffer, gros mental, et j'ai l'impression qu'il kiffe sa fin de carrière, lui, qu'il n'a pas envie d'arrêter, quoi. Il a envie de jouer, j'ai l'impression, jusqu'à 45 ans. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça. Ziggy Al Horford, il te régale? Ah, incroyable. Incroyable parce que, comme d'habitude, il y a 2-3 années, à Boston, il était relégué sur le banc parce qu'ils avaient ramené, je ne sais plus quel pivot ils avaient pris, mais il y avait aussi Robert Williams. À chaque fois, on voulait décaler Tatum en 4, donc on le fait sortir du banc, mais à chaque fois, il finit titulaire. Et il est trop important dans cette équipe. Je ne sais pas si on se souvient de la finale en 2022, le match 1 où il met panier à 3 points sur panier à 3 points. C'est lui qui clôture le match 1, ouais. Ouais, il permet aux Celtics de battre les Warriors. Après, bon, on sait ce qui s'est passé derrière. En fait, c'est l'assurance calme, l'assurance entre guillemets, qui permet d'attirer May Brown et lui, enfin, une deuxième carrière. Parce que quand on regarde son début de carrière à Atlanta, c'était pas trop ça. C'était plutôt un mec qui était fort au post-up, qui est toujours fort, hein, mais à 3 points, c'est assez incroyable. Pour moi, c'est 37, 38 ans, c'est incroyable. C'est fou les progressions quand même de ces joueurs là qui démarrent leur carrière, qui peuvent limite pas foutre un tir. Bon, lui, il a à mi-distance quand même. Oui. Il a toujours eu le mi-distance. Ouais, mais là, gros, il envoie des 7 sur 12. Ah ouais, non, nous, en France... tu penses à Brook Lopez, j'imagine aussi. Non, mais je pense à nous, en France, surtout. Si tu as un tir moyen en cas des France, on te dit, ah non, je shoot pas, ça arrête de shooter, tu peux pas shooter, quoi. Eux, là-bas, je peux pas shooter, bah vas-y, on va shooter 200 shoots par jour ou 1500 comme certains. Mais voilà, c'est toujours incroyable. Avec Blake Griffin, Chris Paul, bref, il y en a un paquet. Et lui, vraiment, et puis c'est un combattant, quoi. Il fait kiffer, il va au mastic, il a peur de rien. Franchement, bravo à lui. Hein. Et il leur fait du bien, surtout parce que si derrière, t'es pas aussi. Parce surtout à l'absence de Porzingis. On parle du 7 sur 12, mais qu'est-ce que derrière, il envoie de la manivelle, mon pauvre. Qu'est-ce qu'il envoie du bois. Alors, il s'envoie Siakam et Turner sur le rable. Et on sait que Ricard donc met ce line-up grand où il décale même Pascal Siakam en 3. Et derrière, il est là, il fait le taf, papy, en attendant le retour de Porzingis. Où il n'y a pas plus d'infos que ça. Il devait revenir pour le match 4. Ah. Et donc, peut-être ce soir, mais il n'y a pas de... Après, Porzingis, on ne connaît pas son niveau à ce niveau-là. On l'a vu en début de play-off. On sait qu'aussi qu'il a une réputation d'être un peu soft. Là, ça monte en intensité. Alors, c'est sûr qu'il va leur faire du bien, j'ai pas de doute là-dessus. Mais est-ce qu'il va produire les mêmes stats qu'en saison régulière Ça, j'ai envie de voir quand même. Après, on ne l'a jamais vu à ce niveau, à cette intensité, à ce niveau-là de play-off. Donc, ça... Sans aucun doute, il va leur apporter du spacing, de la taille, du rebond et des minutes. Voilà. En plus, ils vont pouvoir remettre, je ne sais pas quel choix ils vont faire, mais renvoyer Horford sur le banc ou quelqu'un d'autre. Ça va leur créer aussi un banc parce que là, à l'heure actuelle, le banc, Sam Hauser, il est bien gentil, il n'en fout pas un dedans. Pritchard, ça va, il est capable de donner des bonnes séquences, il apporte. Sinon, derrière, c'est le néant. Brisket, tout ça, c'est un peu dur. Est-ce que le banc t'inquiète un petit peu, toi, le banc des Celtics, Ziggy? Ah oui. Oui, parce que je crois que ce match, le match 3, je crois qu'il y a 3 points du banc. 4. Et vraiment... il y a 2 poins de Xavier Tillman. Je suis disponible. Il y a 2 points de Xavier Tillman qui est loin d'avoir le rôle qu'on espérait quand il est arrivé. Alors, il a été beaucoup blessé, mais bon, bref. 2 points pour lui, plus 12 quand même de plus-minus. On sait que lui... C'est un mec au sol, pareil. Je suis très surpris par l'utilisation de Tillman, moi. Ouais, il a perdu je dis pas de bêtises, sa mère ou son père récemment, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Il me semble qu'il a perdu un proche, ouais. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu, excellent sur certains matchs. L'année dernière, les playoffs avec Memphis, quand il y a des blessés, quand Steven Adams est blessé, il est fantastique. Hein. Donc au bout d'un moment aussi, n'hésite pas à le relancer et à rajouter de la taille aussi à l'intérieur pour le foutre en 5 et voilà, Horford en 4 et remettre un peu Tatum au poste 3, quoi. Donc il joue à 9, le plus petit temps de jeu, donc c'est Brissett à 9 minutes qui met 0 points et derrière donc c'est 2 points de Tillman et 2 points de Pritchard, donc ça fait 4 points pour le banc, tout le reste c'est le 5 majeur.
Compliqué. C'est très famélique. S'il tombe en finale contre, ça reste sûrement Dallas, ça peut être rédhibitoire, même si bon, ça va obliger Tatum et Brown à mettre 30-35 points. Mais si ça va pas si c'est un mauvais jour, ils peuvent vite exploser. Match 4 ce soir, les gars, on reste toujours à Indiana. Haliburton est toujours incertain. Jrue Holiday est potentiellement malade. Porzingis, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on imagine pour ce soir? On voit Indiana sauver l'honneur et la série se terminer ensuite à Boston. Moi, je vois 4-0, moi. 4-0 pour toi ce soir? Ouais, parce que Haliburton absent. Je pense que avec son Haliburton, c'est court. C'est très court. Ouais, sans Haliburton, ça va être compliqué. Après, j'aimerais bien qu'ils en prennent un. Les Pacers, ils méritent quand même de au moins en prendre un. Ça serait sale qu'ils se fassent sweeper, mais bon, après, c'est le sport, c'est comme ça. Mais ça serait cool pour eux qu'ils en ramassent un. Alors, tu vois, Jrue Holiday, Game Time Decision, Luke Cornett, bon, on les connaît, qui avait donné des bonnes minutes. Là, on parle de ceux qui souffrent en taille. J'avais oublié Luke Cornett. Donc, en Game Time Decision, de l'autre côté, Haliburton et Bénédicte Mathurin. Mais ça, on le savait. Donc, Haliburton. Alors, Game Time Decision, il y a toujours autant d'incertitudes autour du meneur des Pacers. En tout cas, ça se jouera ce soir. Est-ce qu'on a des cotes, Tom? On a les cotes pour ce soir avec notre partenaire Winamax. 3-20 la victoire des Pacers et les Celtics qui sont grands favoris à 1,35. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Quand je vois le match 3, que Indiana avait dans les mains, les ingrédients qu'ils ont mis, la domination qu'ils ont de taille, et plus la cote, très jolie cote à 3,20, je mets Indiana ce soir. Tu veux partir en vacances, toi? Ouais. Tu vas mettre ton PEL dessus? Non, mais non, bon. Okay. Bon, il y a 300 € sur mon PEL et je vais les garder. Non, c'est sûr, c'est une cote intéressante, 3,20, mine de rien, mais ça veut dire aussi que, bon voilà, ils vont avoir à cœur, je pense, et ça va être une question de fierté ce soir. Je pense que c'est important pour eux qu'ils se fassent pas sweeper. Alors même si tu sors, ça veut rien dire à la fin, mais bon, 4-0, c'est très très dur, quoi. 4-0, ça serait pas cool pour eux. J'ai pas souvenir de 2 finales de conf où il y a 4-0. Ça a dû arriver. Si, 2018, je crois. Comment? 2018 En 2018, je crois. Je crois que Cleveland, ils battent 4-0. Les Spurs, les Warriors, ils gagnent 4-0, je crois. Je sais plus. Oui, en ça, 2017, pardon. 2017. Je crois que les Warriors gagnent 4-0 contre les Spurs. Les Warriors 4-0 contre les Spurs. Et je crois que les Cavs gagnent 4-0 contre les... Je sais plus contre qui. Ah, quand Kawhi se tord la cheville, là? Ouais, c'est ça. Il gagne 4-0? Il gagne 4-0. Ok. Parce qu'en fait, je crois qu'il fait le playoff où les Warriors font 16-1, je crois, en 2007. Alors, il y a Moublock là qui nous dit: est-ce que Nembhard est capable de refaire sa perte du Game 3? Pas sûr. 4-0 Celtics. Je vais prendre un peu vos commentaires. On n'est jamais à l'abri que les Celtics en laissent un filet. Non. Game 7, Cavs Celtics. Bon, quand j'ai pas tout compris là, les 2 finales de conf à 2 doigts de finir 4-0, c'est moche pour la NBA. Oh, ça fait partie du game. Hein. Si t'as une finale exceptionnelle en 7 matchs, on dirait qu'on a vécu des playoffs. Des playoffs fabuleux. Donc en 1957, la dernière fois que 2 sweeps en finale de conf. Voilà, Ziggy, tu me donnes pas que des bonnes infos. Hein. Autant pour moi, j'ai loupé. Là. T'as essayé. En tout cas, on aime le panache. Merci Ziggy en tout cas de nous avoir appelés. Ouais, merci. Pas de soucis les gars, bonne soirée à vous et puis bon courage et puis bonne fin de playoff. Merci mon gars. En tout cas, Indiana est dos au mur ce soir, mené 3-0. Ils n'ont plus droit à l'erreur face aux Celtics. On verra si Boston va retrouver une nouvelle fois les finales NBA.